un site sur lequel vous pouvez voir, c'est des liens que je vous ai donnés, hein. Donc la carte mondiale de l'épidémie, vous la connaissez peut-être tous. Ce soir, nous sommes à 194 213 cas. Au plan national, les chiffres ne sont pas les bons, parce que c'est ceux d'hier, ça. Au plan national, donc nous avons 9 134 cas confirmés ce soir. Et donc, il suffit, en fait, quand vous allez sur le lien qui est en bleu sous la carte, vous cliquez directement sur le lien, vous obtenez ça. Et ensuite, par région, il suffit de cliquer sur le point rouge et ça vous donne l'état de la région. Donc, au niveau du régional, nous avons en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui 237 cas confirmés. Donc là, les chiffres sont ceux d'hier, parce que je n'ai pas eu le temps de refaire ça. Et dans les Deux-Sèvres, donc il n'y avait pas de nouveaux cas hier, et au total, il y avait eu 5 cas de déclarés, 5 cas positifs. Je ne vous refais pas l'histoire sur le marché du Han et sur le pangolin. On va très vite. Alors, que sait-on aujourd'hui? Donc, cette maladie s'appelle le Covid-19 de Coronavirus Infectious Disease 2019. L'incubation, je ne sais pas, Richard avait peut-être l'intention de le dire, mais entre 3 et 7 jours, mais peut aller jusqu'à 14 jours. C'est une infection respiratoire, mais il peut y avoir éventuellement des symptômes digestifs et oculaires. Les formes sévères sont retrouvées dans entre 17 et 23% des cas et la létalité est de 2 à 3%. Donc, c'est dû à un virus que l'on appelle le SARS-CoV-2 parce que nous connaissions déjà le 1 avec le SARS que nous avions connu en 2003. C'est un virus à ARN enveloppé. Qui dit virus enveloppé dit virus relativement fragile. Mais malgré tout, c'est un virus qui survit dans le milieu extérieur de quelques heures à quelques jours. Et je sais qu'il y a un article qui a été pas mal commenté ce matin à la radio en disant qu'il pouvait vivre plusieurs jours, mais on le savait déjà plus ou moins en fonction des substrats et de l'humidité. Et bien sûr, en l'absence de nettoyage et de désinfection. On sait qu'une personne contaminée infectée peut contaminer 2 à 3 personnes. C'est ce qu'on appelle le R0. Vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Et peut-être que ce R0 est un peu supérieur, je ne sais pas. Donc, la transmission peut se faire par gouttelette. Et donc, on considère qu'un face-à-face de moins d'1 mètre ou un temps d'incubation ou un temps d'incubation supérieur à 15 minutes, donc en fait une discussion peut suffire pour permettre une transmission entre 2 personnes. Et bien évidemment, suite à ce que l'on a dit tout à l'heure, ce virus étant capable de survivre sur les surfaces, un des modes de contagion se fait aussi par les mains. Donc, vous êtes bien au courant, donc, pour lutter contre ce Covid-19, il y a eu des mesures collectives qui ont été mises en place et entre autres la distanciation sociale. Je ne vous refais pas l'histoire, vous le savez tous. Et il y a bien sûr des mesures individuelles à mettre en œuvre qu'on entend aussi beaucoup sur tous les médias, l'hygiène des mains, le port de masque en cas de symptômes et le fait de tousser dans son coude. Effectivement, quand on éternue ou quand on tousse, on voit qu'on émet un très grand nombre de gouttelettes dans l'air et les grosses gouttelettes, comme vous le voyez, tombent relativement vite au sol. En fait, quand on regarde l'arbre trachéobronchique, la taille des particules est beaucoup plus importante au niveau du nasopharynx qu'au niveau pulmonaire. Plus on est dans l'arbre haut, plus les gouttelettes sont grosses. Une autre chose aussi qui est connue, c'est que en fait, quelle que soit la taille des gouttelettes, on s'aperçoit qu'il y a un mode de contamination possible enfin le plus important est par la bouche, mais que les yeux ne sont pas non plus complètement éloignés de cette transmission par la bouche. Donc, grande vigilance aussi sur le risque de transmission par la muqueuse oculaire. Il y a eu des tests de fait et on voit qu'effectivement tousser dans son coude modifie très nettement le flux des particules et vous voyez qu'elles tombent beaucoup plus vers le bas et qu'elles ne sont pas projetées bien évidemment vers les personnes qui peuvent être en face. Et on a la même chose avec le port du masque qui modifie aussi la trajectoire des particules bien évidemment.
Donc, le plus important, en fait, et ce qui est le plus efficace, c'est de contrôler la source. C'est donc, en fait, de faire porter le masque au patient, s'il le peut, le plus longtemps possible, donc un masque à usage médical, tout simplement. Et bien évidemment, lui demander aussi de continuer à mettre en œuvre les gestes barrières qui sont de tousser ou d'éternuer dans le pli de son bras. Je vous ai mis ce document qui est sorti aujourd'hui, quel masque porter en ville. Et effectivement, vous pouvez voir que je suis médecin ou infirmier. Il faut, vous prenez en charge un cas possible ou confirmé, eh bien, il faut porter un masque chirurgical ou un masque FFP2 en fonction des soins que vous allez réaliser. Et ça, on va le revoir après. La même chose pour un masseur kinésithérapeute ou un chirurgien dentiste, bien évidemment, en priorisant les actes qu'ils doivent faire, hein, c'est-à-dire qu'on évite tout ce qui n'est pas soins urgents, et tout ce qui est transporteur sanitaire ou professionnel de centre de secours doivent porter un masque chirurgical, de même que le pharmacien. Ce document, je voulais couper, ça c'est la suite. Il y a comment bien mettre un masque chirurgical, parce qu'effectivement, pour être efficace, un masque chirurgical doit être bien porté. Mal porté, il n'aura aucune efficacité, en tout cas moindre efficacité. Et donc, il faut systématiquement faire un geste d'hygiène des mains, de préférence une friction avec de la solution hydroalcoolique avant de prendre le masque. Apposer le masque, enfin prendre le masque dans la bonne direction, c'est-à-dire en règle générale la couleur bleue vers l'extérieur et le bord rigide en haut. Cet après-midi, j'ai encore vu des professionnels qui n'avaient pas les masques dans le bon sens. Ensuite, on l'attache, bien évidemment, s'il est un lien en haut, un lien en bas. S'il est à élastique, on passe l'élastique derrière les oreilles, c'est évident. Ensuite, on pince le bord rigide pour l'ajuster correctement au nez, hein, pour qu'il soit le plus jointif possible avec la surface du visage. On le retire sans toucher les attaches et on jette le masque. Tout à l'heure, la question a été posée. Normalement, on jette le masque quand on est professionnel de santé dans les dasseries. Et ensuite, on fait un geste d'hygiène des mains, là aussi, de préférence une friction avec une solution hydroalcoolique. Sur ce document qui est sorti aujourd'hui encore, donc il y a comment mettre un masque FFP2, hein, donc, qui a eu d'autres indications, mais vous avez vu que quand vous êtes médecin ou kinésithérapeute, vous pouvez être amené à porter un masque FFP2 dans certaines situations qu'on va détailler. Là aussi, on se lave les mains, on met le masque dans le bon sens, c'est-à-dire la barrette vers le bord rigide vers le haut. On passe les élastiques derrière la tête et là, on pince la barrette du nez. Par contre, quelque chose qui est extrêmement important quand on porte un masque FFP2, c'est de faire ce que nous appelons un fit check, c'est-à-dire s'assurer que le masque est bien étanche. Et pour ça, il faut positionner ses mains devant le masque, respirer. Si le masque se colle à votre visage, c'est qu'il est étanche. S'il ne se colle pas à votre visage, c'est qu'il y a des fuites sur les côtés et donc il faut le repositionner. Pour le retirer, c'est toujours la même chose. On ne touche pas le masque. On prend délicatement les liens par l'arrière et on le retire doucement en évitant de faire qu'il bouge de trop. Et on le jette là aussi dans les dasseries en faisant un geste, bien sûr, d'hygiène des mains après l'avoir jeté. Il y a un autre document qui est sorti aujourd'hui, c'est tout savoir sur le juste port du masque. Hein, donc, je vous ai mis ça, c'est tout petit, mais sur la diapo suivante, je vous ai mis les liens sur lesquels vous pouvez retrouver ces deux documents. Donc, le fit check et le FFP2, on l'a dit. Le masque dans les dasseries aussi, on l'a dit. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que le masque FFP2 est à utiliser pour les professionnels quand vous faites des gestes invasifs, c'est-à-dire une aspiration, un prélèvement, pour les kinés quand ils font de la kiné respiratoire, tout geste qui en fait aérosolise les gouttelettes et qui font que finalement il faut une protection supérieure. Je vous ai mis aussi un document qui est sorti ce soir. Donc, c'est les modalités de mise à disposition des masques pour les professionnels dans les zones où circule
le virus activement. Et donc la DGS a envoyé un message cet après-midi nous disant que dans les zones d'exposition à risque, les médecins biologistes médicaux et odérés 18 masques par semaine et par professionnel, en ce qui concerne les masques chirurgicaux ou FFP2, en fonction des disponibilités pour les FFP2. Les pharmaciens, c'est pareil, 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel. Je ne vais pas tout lister. Les masseurs, c'est 6 masques par semaine et par professionnel. Et ça, c'est pour les zones à risque dont on ne fait pas partie pour le moment. Vous avez ici la dernière mise à jour des zones à risque et vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que le département, enfin il n'y a que, et c'est tant mieux, que le Lot-et-Garonne. Donc sur les autres zones du territoire national sont considérées comme prioritaires selon les règles que je vous ai données tout à l'heure, les médecins généralistes ou autres spécialistes, les infirmiers et les pharmaciens. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que la SF2H a fait un point sur l'utilisation des masques et est arrivée à la conclusion que un masque chirurgical ne devait pas être porté pour une durée supérieure à 4 heures et le masque FFP2 pour une durée supérieure à 8 heures. Je doute que vous portiez un masque FFP2 pendant 8 heures. Par contre, ça veut dire effectivement qu'il ne faut pas le toucher quand même, ce masque. Alors c'est pareil, vous avez le lien dessous tout petit qui vous permettra d'accéder aux documents complets. Dans certaines situations, et entre autres dans toutes les situations dans lesquelles vous portez le masque FFP2, c'est-à-dire où il y a aérosolisation, et aussi si vous étiez face à un patient qui ne porte pas de masque chirurgical mais qui tousse énormément et qui éternue énormément, il serait bien que vous ayez à votre disposition des lunettes de protection, parce qu'il faut savoir que les lunettes de vue ne protègent pas suffisamment, que ces lunettes de protection sont à usage multiple et donc elles doivent être nettoyées entre 2 utilisations avec un détergent désinfectant et ou un bain de détergent désinfectant. Il y a des exemples de protocoles d'entretien qu'on peut vous faire passer. Bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, un des gestes prioritaires, c'est l'hygiène des mains avec de la solution hydroalcoolique si vous en avez à votre disposition. Et effectivement, cette solution hydroalcoolique, vous devez l'utiliser avant de mettre le masque et dès qu'on l'a touché, ça c'est impératif. Et bien évidemment, après tout contact avec un patient et ou son environnement, et ou l'environnement qu'il a pu toucher si c'est au sein de votre cabinet. Je voulais vous parler d'entretien des locaux et de l'aération parce que j'avais eu quelques questions là-dessus. Effectivement, il faut faire quand même régulièrement un entretien des locaux avec un détergent désinfectant virucide si vous en avez. Si vous n'en avez pas un produit virucide qui n'est pas cher et qui est facile à obtenir, c'est l'eau de Javel. Mais attention, l'eau de Javel demande, avant d'être utilisée en tant que désinfectant, à ce que les surfaces soient au préalable nettoyées. Donc, ça veut dire plusieurs phases dans l'entretien de ces surfaces. Un nettoyage, un rinçage et ensuite de l'eau de Javel, mais ça c'est pareil, on peut vous faire passer ou si vous voulez que j'aille plus loin, on pourra vous faire passer des documents. Ensuite, c'est un document qui est sorti, alors qui est tout petit, c'est la fiche de prise en charge qui s'est sortie aussi aujourd'hui, donc je vous l'ai mis, c'est la fiche de prise en charge d'un patient en médecine de ville et vous avez le lien qui s'affiche dessous, c'est surtout pour le lien que je voulais donner. Les prélèvements pour qui, effectivement, aujourd'hui, on ne prélève plus tout le monde, comme on a pu le faire au début. Donc, c'est des critères liés à la gravité, donc des patients qui sont hospitalisés, les personnels de santé avec des symptômes évocateurs de Covid-19 qui doivent être dépistés prioritairement, les critères liés à une comorbidité, tous les patients qui seraient à risque de forme grave, les femmes enceintes symptomatiques, et puis tout ce qui est lié à certaines situations, les patients hospitalisés pour une autre cause, les donneurs d'organes. Donc voilà, c'est pareil. Il y a un document qui vous précise tout ça. Donc je n'insiste pas plus que ça. Et ensuite, je vous ai mis en premier lieu le lien vers le site du REPIAS où vous allez trouver plein d'informations.
concernant ce Covid-19. Si vous avez un petit peu de temps de fouiller, il y a plein de liens, plein de documents qui peuvent vous intéresser. Et je vous ai mis là, donc à la demande tout à l'heure de Monsieur Archambault, l'outil CoronaClick et le lien qui est dessous, et aussi l'outil Covidom qui est mis à disposition par la PHP. Voilà, j'ai terminé.